Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, nous allons parler d'un sujet très important pour tous les sportifs et les sportifs d'endurance, le VO2 max. Cette caractéristique physiologique est souvent discutée et avancée comme déterminante pour la performance, que ce soit en trail ou en course à pied sur route. Mais comment la développer ? Quel type de séance permet d'améliorer ce paramètre clé? Et si les entraînements par intervalle à haute intensité viennent vite à l'esprit pour répondre à cette question, comment réaliser une bonne séance de fractionné? Malheureusement, n'importe quel type de fractionné n'aura pas les bénéfices escomptés et il va falloir prendre des bonnes décisions pour améliorer réellement notre VO2 max. Ici, je vous propose de répondre du mieux possible à toutes ces questions. Et vous allez voir, la littérature contient énormément d'informations pour faire les meilleurs choix. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, gonflé à bloc, partie 1. Tout d'abord, on entend souvent parler de VO2 max, mais qu'est-ce que c'est? VO2 max est défini comme le volume maximal d'oxygène que votre métabolisme est capable d'utiliser pendant une activité physique. VO2 max signifie donc volume d'oxygène maximal, et cette mesure étant un volume, elle s'exprime en millilitres par minute ou millilitres par minute par kilo. En effet, des études font parfois la distinction entre VO2 max et VO2 max relatif, c'est-à-dire exprimé en fonction du poids de l'individu. VO2 max change au cours de la vie. Avec le vieillissement, le VO2 max a une tendance à diminuer. Certaines études parlent de 1% de diminution par an pour des personnes non entraînées et de 0,5% de perte par an pour des personnes s'entraînant régulièrement. C'est ce que rapporte par exemple Lambert et collaborateurs en 2005. Et cette diminution se produirait à partir des 50 ans. Une autre question qu'il est naturel de se poser, c'est est-ce que le VO2 max est important pour la performance? Cette question revient souvent, on me la pose régulièrement et elle est naturelle. Si je prends l'exemple de la course à pied et du trail, différents paramètres physiologiques sont associés à la performance. L'économie de course, la vitesse au seuil lactique 2, je vous parle du seuil lactique dans l'épisode spécifique au seuil ventilatoire, seuil lactique 1 et 2, ils sont déjà disponibles en ligne, je vous invite à aller les consulter si ça vous intéresse. Ou encore le pourcentage de masse grasse, bref, ce sont des exemples de facteurs associés à la performance. Concernant le VO2 max, il est régulièrement considéré et souligné comme un des plus importants, si ce n'est le plus important, prédicteur de la performance dans les sports d'endurance. Je vous évite dans cet épisode une revue de littérature précise puisque c'est pas le sujet vraiment d'aujourd'hui. Cependant, on trouve très facilement des études soulignant que le VO2 max expliquerait à lui seul 50% de la performance sur des distances comme le semi-marathon ou le marathon. De même, des auteurs ont montré que VO2 max était un des déterminants, si ce n'est le déterminant le plus important en trail de courte distance, de moyenne distance, mais aussi en ultra trail. C'est les travaux de Sabater-Pastor et collaborateurs publiés en 2022 et 2023. Donc même sur des ultra-distances de 170 km avec 10 000 de positifs, VO2 max est un des déterminants les plus importants de votre performance. Donc, quel que soit votre sport d'endurance, parce qu'on retrouve les mêmes résultats par exemple dans le cyclisme, si vous souhaitez progresser et performer, il va certainement falloir à un moment donné améliorer entre autres votre VO2 max. Mais est-ce que c'est possible? En effet, la deuxième question essentielle à se poser concerne l'entraînabilité de VO2 max. Bacon et collaborateurs en 2013 soulignent des études dans leur introduction qui ont trouvé des changements modestes de VO2 max à travers certains travaux ayant entraîné des personnes sédentaires pendant 20 semaines. Ils observaient une amélioration en moyenne de 400 ml par minute avec un écart type de 200 ml. C'est-à-dire que pour certaines personnes, les gains n'étaient même pas de 100 ml par minute et par kilo, ce qui est vraiment faible. Par conséquent, nous sommes en droit de nous questionner sur l'entraînabilité réelle de VO2 max. La méta-analyse de Bacon et al. En 2013 souhaite justement répondre à cette question parce que ces faibles gains qu'ils soulignent viennent d'études en entraînement en endurance continue, par exemple des footings de 40 minutes. Et les études utilisant de l'entraînement par intervalle, par exemple le fameux 30-30, semblent, elles, montrer plus d'efficacité. Aussi, ces auteurs ont voulu évaluer les changements dans VO2 max en réponse à des entraînements par intervalle à haute intensité ou combinés, intervalle plus entraînement continu. Donc ces auteurs ont identifié 37 études assez fiables pour être considérées. Ces études incluaient des personnes entre 18 et 45 ans avec un niveau d'entraînement moyen avant le programme, avec une VO2 max généralement dans les 55 ml par minute par kilo pour les hommes et 50 ml par minute par kilo pour les femmes. Le temps de travail à intensité élevée, c'est-à-dire au-dessus de 80% de VO2 max, devait être de minimum 10 minutes par entraînement. Les interventions duraient en général entre 6 et 12 semaines avec un ratio effort-récupération compris entre 1, par exemple 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, et 5-2, c'est-à-dire par exemple 2 minutes 30 d'effort, 1 minute de récup. Les résultats de cette méta-analyse montrent que dans les groupes intervalle, entraînement par intervalle ou entraînement intervalle plus continu, le VO2 max avait significativement plus augmenté que dans les groupes
entraînement continu. Les gains étaient en moyenne de 500 ml par minute et une analyse sans certaines études moins rigoureuses a montré que les gains moyens de toutes les études confondues de bonne qualité étaient de 450 ml par minute. Alors ce résultat souligne tout d'abord qu'en effet VO2 max serait entraînable. Cependant, les gains observés ne sont pas remarquables et sont à peine supérieurs à ceux critiqués au début de cette section et dans l'article de Bacon et collaborateurs. Pour aller plus loin, ce groupe de recherche a évalué spécifiquement les 9 études qui ont rapporté les progrès moyens les plus importants, avec une augmentation de VO2 max de 880 ml, et les 9 études qui avaient observé les gains les plus faibles, c'est-à-dire une augmentation de 270 ml. En faisant ces analyses de sous-groupes, ils ont vu que dans les études avec les meilleurs gains, la durée totale de l'intervention, la durée des intervalles pendant les séances et la durée totale hebdomadaire passée à haute intensité était significativement plus longue que dans les études avec les gains les plus faibles. À mon sens, ce résultat laisse entendre que certaines modalités d'entraînement par intervalle à haute intensité sont plus efficaces que d'autres pour développer VO2 max. Un autre point que je veux souligner ici concerne les différences hommes-femmes dans le développement possible de VO2 max. En 2019, Diaz-Canastro et collaborateurs se sont demandé si le VO2 max était aussi entraînable chez les femmes que chez les hommes. Et pour répondre à ce genre de questions, il n'y a jamais rien de mieux qu'une méta-analyse. Cette équipe a regroupé les données de 8 études scientifiques, donc au total 175 personnes, 90 hommes et 85 femmes, entre 22 et 64 ans, qui avaient participé à des études sur le sujet. Ces études comparaient toute l'efficacité d'un programme d'entraînement pensé pour améliorer le VO2 max et adapté au sexe des personnes sur les progrès en VO2 max. Les résultats de la méta-analyse ont tout d'abord montré que quel que soit le sexe des participants, leur VO2 max avait augmenté après les programmes. Elles ont aussi révélé que le VO2 max absolu et relatif, c'est-à-dire normalisé par le poids, avait plus augmenté chez les hommes que chez les femmes. Ce constat suggère donc que l'entraînabilité de VO2 max peut dépendre du sexe de votre athlète. Ce dernier peut s'améliorer quel que soit le sexe de l'individu. Cependant, il semblerait que les hommes pourraient répondre plus fortement que les femmes à un entraînement visant à développer VO2 max. Il est important de garder en tête que ce résultat ne signifie pas que les femmes sont de manière générale moins entraînables que les hommes. Le VO2 max n'est qu'un paramètre associé à la performance sportive parmi beaucoup d'autres, surtout en trail. Les femmes ont d'ailleurs l'ascendant sur les hommes concernant d'autres paramètres physiologiques comme l'endurance fondamentale. Le MA et collaborateurs l'ont montré en 2023. Et donc une plus faible VO2 max peut être contrebalancée par d'autres caractéristiques. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une légère moins bonne entraînabilité de VO2 max chez les femmes comparativement aux hommes. Alors on va maintenant s'intéresser à comment améliorer VO2 max grâce au travail fractionné. Selon Seller en 2010, l'entraînement en endurance peut être divisé en 3 catégories. L'entraînement de longue distance à basse intensité, l'entraînement au seuil lactique et plus particulièrement au seuil lactique 2, et l'entraînement par intervalle à haute intensité. D'après les études que j'ai citées, l'entraînement par intervalle à haute intensité serait la méthode la plus efficace pour développer son VO2 max. Courir en fractionné revient à faire du travail par intervalle à haute intensité, c'est ce qu'on appelle le High Intensity Interval Training, HIIT, et ce type d'entraînement est d'après la littérature le protocole le plus efficace pour améliorer VO2 max. Après de la course en fractionné à haute intensité, plusieurs adaptations centrales et périphériques expliquent l'augmentation de VO2 max. Hug en 2021 résume ces dernières et il avance tout d'abord que les exercices fractionnés augmentent le volume de sang pompé et éjecté par le cœur à chaque battement. On parle donc d'une augmentation du débit cardiaque. Ensuite, ce type d'entraînement augmenterait la capacité des mitochondries et des muscles à utiliser différents éléments pour produire de l'énergie à haute intensité, comme l'oxygène et les glucides. Donc bref, cela n'est qu'un résumé, mais beaucoup d'adaptations se passent à haute intensité en travaillant à haute intensité qui explique les changements, l'amélioration, le progrès dans VO2 max. Je trouve intéressant pour la suite de l'épisode de noter dès maintenant que durant une séance de fractionné, c'est-à-dire une séance par intervalle à haute intensité, il peut être difficile de quantifier précisément le temps de travail réalisé. Pour le faire, on peut utiliser le temps passé dans une zone de fréquence cardiaque, par exemple sur la montre, en zone 4, en zone 5 ou en zone 3 si on connaît notre division en 3 zones. Cependant, cette méthode sous-estime souvent le temps passé à travailler à haute intensité, à haute allure par exemple, en raison de l'inertie de la fréquence cardiaque pendant les intervalles qui va mettre plus de temps à monter que votre allure qui change instantanément.
instantanément dès que vous accélérez. De plus, il peut y avoir un écart entre l'effort perçu par un individu dans ce type de séance et la fréquence cardiaque moyenne qu'on observe. Par exemple, sur une séance de fractionné, l'athlète passera beaucoup de temps en zone 1, par exemple, imaginons 20 minutes d'échauffement, 20 minutes de retour au calme, plus tous les temps de récupération entre les intervalles, et seulement quelques minutes cumulées en zone 3, par exemple 16 minutes réparties en 4 fois 4 minutes de travail à haute intensité. Pourtant, la séance sera souvent perçue comme très difficile par l'athlète. On observera un RPE haut, entre 8 et 10 sur une échelle allant jusqu'à 10, pour une fréquence cardiaque moyenne modérément haute. Il faut donc se méfier de la quantification du temps de travail avec la fréquence cardiaque dans ce type de séance. Dans la suite de cet épisode, je vais ignorer ces difficultés et parler de temps de travail en considérant que ce dernier est le temps passé à une allure élevée. Donc par exemple, si je parle de fraction de 2 minutes, c'est le temps que vous passez entre le moment où vous décidez de fournir un effort intense, plus intense, et le moment où vous vous arrêtez. De toute façon, quasiment toute la littérature, c'est à quantifier le temps passé uniquement à travers cette approche. Que vous construisiez votre séance d'entraînement par intervalle à haute intensité de manière approximative ou que vous en récupériez une sur Internet, il n'est pas difficile de réaliser ce type de séance. Mais comment programmer une bonne séance de fractionné? Par bonne, j'entends une séance de fractionné qui a de grandes chances d'induire des adaptations positives, vous faire progresser, tout en restant réalisable et répétable dans le temps. Car oui, il faudra plus d'une seule séance pour gonfler votre VO2 max. En 2021, Hug souligne que 9 variables peuvent être manipulées pour programmer une séance de fractionné. Il s'agit de la durée de l'effort pendant une fraction, l'intensité de l'effort pendant une fraction, le temps total de travail, c'est-à-dire le cumul de la durée de toutes les fractions intenses de la séance, la durée de la période de récupération entre deux fractions et l'intensité de cette période de récupération, le nombre total de fractions, et si jamais vous divisez le travail en séries, le nombre de séries que l'athlète va réaliser, la durée de la période de récupération entre deux séries et l'intensité de la période de récupération entre deux séries. Je vous propose à partir de maintenant ma revue de littérature pour paramétrer au mieux ces points et réaliser les meilleures séances d'entraînement par intervalle à haute intensité. Je m'excuse d'avance, je n'ai trouvé aucune étude qui se soit intéressée à la question des séries et toutes les études que je vais citer par la suite, toutes les méta-analyses qu'on va considérer se sont intéressées, ont considéré que les fractions se réalisaient toutes d'affilée sans division en série. J'essaierai de revenir sur ce point avec mon invité dans la partie 2 de cet épisode, mais aujourd'hui, j'ai malheureusement pas de réponse sur la division du travail à haute intensité par série. Alors on va commencer à s'intéresser à la durée des fractions. Selon la littérature, l'entraînement en fractionné peut se diviser en 3 catégories en fonction de la durée des intervalles. Tout d'abord, on a les intervalles de type sprint. Ces derniers équivalent à des périodes de travail supramaximales, c'est-à-dire à fond, d'une durée de 10 à 30 secondes maximum. Ils sont suivis généralement de longues périodes de récupération, par exemple supérieures ou égales à 5 fois la durée de l'effort. Par exemple 30 secondes d'effort et jusqu'à 3 minutes de récupération. Ce type d'intervalle sprint sollicite majoritairement les processus de production d'énergie dits anaérobies. Des périodes de repos longues sont nécessaires après ce type d'intervalle, avec un effort supramaximal, pour permettre une récupération suffisante de ces processus anaérobies. Et d'après les études que j'ai citées, ce type d'intervalle sprint ne serait pas les plus efficaces pour développer VO2 max. Il ciblerait trop les processus anaérobies. Or, la VO2 max est plutôt associée au processus aérobie. Aussi, la suite de cet épisode se concentrera sur les intervalles dits à haute intensité, qui peuvent être de deux types, de courte et de longue durée. Selon Hug en 2021, l'entraînement par intervalle court à haute intensité implique généralement des périodes de travail entre 15 et 60 secondes effectuées entre 90 et 170% du VO2 max. Les périodes de récupération sont généralement d'une durée égale ou légèrement inférieure à la durée de l'effort, on va en reparler par la suite, et ces périodes peuvent être passives, repos total, ou actives, comme de la course à basse intensité ou de la marche active. La fréquence cardiaque reste élevée durant le temps de travail et la filière aérobie est fortement sollicitée avec ces intervalles à haute intensité courts. Pour ceux plus longs, Hug en 2021 considère qu'il renvoie à des fractions d'une durée de 2 à 6 minutes à une intensité comprise entre 80 et 100% de VO2 max. Et ces fractions sont en général suivies d'une période de récupération active de 2 à 4 minutes. Là aussi, je reviens dessus par la suite. Maintenant qu'on connaît ces 3 types d'intervalles possibles, lequel privilégier pour améliorer VO2 max? Dans leur méta-analyse de 2013 sur l'entraînabilité de VO2 max, Bacon et collaborateurs soulignaient que les études ayant démontré les plus grands gains de VO2 max avaient utilisé des intervalles d'une durée comprise entre 3 minutes et 5 minutes. Cependant, cette observation était descriptive sans analyse statistique à l'appui. En 2020, Rosenbalt et collaborateurs ont voulu aller plus loin. Ils ont réalisé une méta-analyse qui compare l'ampleur des bénéfices sur les performances en endurance
après des entraînements par intervalle de type sprint par intervalle à haute intensité de courte durée, donc inférieur à 2 minutes, par intervalle à haute intensité de durée moyenne, donc entre 2 et 4 minutes, et par intervalle à intensité de longue durée, c'est-à-dire supérieure à 4 minutes. Ils ont identifié 6 études robustes pour être intégrées. Les participants de ces études avaient entre 19 et 32 ans et pratiquaient régulièrement du vélo, de la course à pied ou du triathlon. Leur VO2 max moyen était de 52 ml par kilo et par minute. Les résultats ont montré que de manière générale, les entraînements par intervalle à haute intensité étaient plus efficaces que ceux de type sprint, on l'avait déjà dit, et leurs autres analyses ont révélé qu'au plus la durée des intervalles était longue, en comparant inférieur à 2 minutes, entre 2 et 4 minutes et supérieur à 4 minutes, au plus les bénéfices étaient grands. Les durées de 2 à 4 minutes et celles supérieures à 4 minutes étaient les modalités qui généraient le plus de progrès chez les athlètes après un entraînement fractionné à haute intensité. L'impressionnante méta-analyse de Wen et collaborateurs en 2019 avance une conclusion similaire. Je reviens en détail sur celle-ci plus tard, mais ces auteurs soulignent que, pour montrer des effets bénéfiques sur VO2 max, les intervalles d'effort à haute intensité doivent être d'une durée supérieure à 2 minutes, qui est un minimum. Maintenant qu'on connaît la bonne durée, on va s'intéresser à l'intensité pendant ces fractions. Pour être efficace dans le développement de VO2 max, le travail par intervalle à haute intensité doit être plus intense qu'un travail en continu. Hug, en 2021, avance que dans le cas d'un travail par intervalle court ou long, l'intensité ne doit jamais être inférieure à 80% de VO2 max, soit environ jamais en dessous de 85% de la FC, de la fréquence cardiaque maximale. Les bénéfices du travail par intervalle à haute intensité diminueraient si l'intensité n'est pas réellement supérieure à ce qu'on peut réaliser en travail continu. Des études ont par exemple montré que des entraînements de fractionnés à faible intensité, par exemple 70% de VO2 max, faisaient significativement moins progresser les participants que les mêmes entraînements à haute intensité, à 100% de VO2 max. Donc une intensité élevée est importante. Dans leur méta-analyse de 2019, Wen et Hall, que je décris juste après, n'ont pas exploré cette question avec des statistiques. Cependant, ils ont observé que les études ayant généré de manière descriptive les plus de bénéfices étaient celles avec une intensité de travail comprise entre 80 et 110% de VO2 max, soit entre 85 et 100% de la fréquence cardiaque maximale. De même, les études considérées dans la méta-analyse de Milanovic et collaborateurs en 2015 rapportent des intensités similaires durant les fractions d'effort. Donc cette intensité représenterait meilleure modalité, la meilleure intensité pour faire du travail par intervalle. Ensuite, concernant le temps total de travail, en 2019, Wen et Hall se sont intéressés à de nombreuses modalités différentes pouvant influencer l'efficacité d'un entraînement par intervalle à haute intensité. Ils ont d'une part voulu déterminer la meilleure durée d'intervalle, comme je l'ai discuté juste avant, mais ils ont aussi voulu estimer le meilleur temps total de travail par séance, c'est-à-dire la durée des fractions d'effort multipliée par le nombre de fractions, qui nous donne une durée totale. Après une recherche minutieuse dans la littérature, les auteurs ont identifié 53 études pertinentes. Elles testaient toutes l'efficacité d'un entraînement dit fractionné pour développer VO2 max. Ces études comparaient un groupe entraînement par intervalle à haute intensité à un groupe contrôle, soit inactif, soit réalisant des entraînements continus uniquement. Les participants étaient généralement des sportives et des sportifs d'endurance débutants ou confirmés. Ils avaient entre 19 et 47 ans et un VO2 max avant intervention de 66,5 ml par kilo par minute en moyenne. Leurs analyses ont tout d'abord montré que le travail par intervalle à haute intensité était toujours plus efficace pour développer VO2 max qu'être inactif. Cependant, lorsque la comparaison était entraînement par intervalle à haute intensité versus entraînement continu, l'efficacité du travail intense dépendait des modalités du fractionné. Les auteurs ont montré que pour être réellement efficaces, les entraînements par intervalle à haute intensité devaient, entre autres, proposer un temps de travail total par séance de 15 minutes minimum. En 2021, la méta-analyse de Rosenbalt et collaborateurs, qui elle aussi est impressionnante, mettait en avant que les athlètes pouvaient aller jusqu'à 25 minutes de temps total de travail par séance. Maintenant, passons à la récupération, à sa durée et à son intensité. Dans le cas du travail par intervalle à haute intensité court ou long, on propose généralement des phases de récupération égales, par exemple le fameux 30-30, ou plus courtes, par exemple 4 minutes d'effort, 2 minutes de récup, par rapport au temps de travail. Mais voyons de plus près ce que la littérature indique sur ce sujet. La méta-analyse de Milanovic et collaborateurs en 2015 est extrêmement similaire à celle de Wen et Hall en 2019. Aussi, je rentre pas dans ces détails immédiatement. Elle est cependant, à ma connaissance, la seule à avoir testé statistiquement les effets de la durée de la période de récupération sur l'efficacité d'un entraînement par intervalle à haute intensité. Leurs analyses révèlent qu'une durée de récupération au minimum
minimum égal à la durée de l'effort, par exemple 1 minute d'effort pour 1 minute de récupération minimum, voire supérieur, donc 1 minute d'effort pour plus que 1 minute de récupération, serait plus bénéfique au développement de VO2 max qu'une récupération plus courte que la durée de la fraction à haute intensité. Par exemple, 1 minute d'effort, 40 secondes de récupération, comme il est souvent proposé. Alors les auteurs soulignent tout de même que ce résultat reste à confirmer à cause du peu de données disponibles pour tirer cette conclusion, mais d'autres études vont dans le même sens. Rosenbalt et al. En 2021 et Schoenmaker et al. En 2019 n'ont trouvé, je cite, aucune influence du rapport entre le temps d'effort et de récupération sur les progrès. Schoenmakers et collaborateurs en 2019 soulignent cependant que la récupération ne doit pas être entre guillemets trop courte, au risque de ne pas pouvoir atteindre les intensités ciblées pendant les fractions d'effort. Schoenmaker et Reed en 2019, une autre étude du même auteur, observe d'ailleurs de plus hautes vitesses sur les fractions de course avec 3 minutes de récupération comparativement à 2 minutes de récupération. Cependant, d'autres études, comme celle de Laurent et collaborateurs en 2014, ont trouvé le contraire. Il semble donc assez difficile dans l'immédiat de conclure avec certitude sur la durée idéale de la récupération, et en l'état actuel de la littérature, mon conseil est de prendre une récupération suffisante pour maintenir l'intensité cible durant les fractions de travail. L'objectif numéro 1, durant ces dernières, doit vraiment être d'atteindre et de maintenir l'intensité visée. Donc, prenez la durée de récupération dont vous avez besoin pour atteindre l'intensité que vous visez durant la fraction de travail. Maintenant, concernant l'intensité de l'effort durant la récupération, parce qu'il est également possible de manipuler cette intensité. La méta-analyse de Rosenbalt et collaborateurs en 2021 a elle aussi regroupé de nombreuses études pour répondre à différentes questions sur les meilleures modalités pour travailler par intervalle à haute intensité, dont la question de l'intensité de la récupération. Ils ont regroupé 29 études de bonne qualité qui testaient de différentes façons l'efficacité ou les meilleures modalités pour réaliser un entraînement fractionné. Et leurs analyses ont révélé entre autres que la récupération pouvait être active ou passive. En effet, l'intensité de l'exercice pendant la récupération n'avait aucun effet significatif sur l'amélioration de VO2 max. Fennell et Hopker en 2021 ont montré que la récupération passive permet une intensité plus élevée durant les fractions de travail, un stress physiologique égal et une perception globale plus basse que les récupérations actives. Cependant, d'autres études isolées, c'est-à-dire pas des méta-analyses, ne sont pas de cet avis et recommandent une récupération active. Donc comme précédemment concernant la durée et en l'état de la littérature, j'ai tendance à recommander une récupération active ou passive sans préférence. Celle-ci doit simplement vous permettre de bien récupérer et donc de remonter à haute intensité par la suite pendant la fraction d'effort. À mon sens, évitez tout de même de trop longues périodes inactives pour éviter que votre fréquence cardiaque ne retombe entre guillemets trop bas, c'est-à-dire faites en sorte qu'elle reste au minimum dans la zone 1 dans une division en 3 zones et évitez qu'elle redescende en dessous de cette zone 1 qui est vraiment le minimum pour être dans une zone aérobie. Maintenant concernant la bonne durée du programme. Tout d'abord, Rosenbalt et al. En 2021 soulignent dans leur méta-analyse que 4 semaines serait un minimum pour une durée de cycle de développement du VO2 max. Cependant, leur méta-analyse incluait des études avec une durée maximale de 4 semaines, donc on ne sait pas si plus est encore plus bénéfique. L'impressionnante méta-analyse de Wen et collaborateurs en 2019 s'est aussi intéressée à cette question et est allée plus loin. Leurs analyses ont révélé que les plus grandes efficacités des entraînements par intervalle à haute intensité étaient trouvées quand la durée du cycle était comprise entre 4 et 12 semaines. Numériquement, c'est-à-dire sans analyse statistique à l'appui, au plus la durée du cycle était longue, au plus l'augmentation de VO2 max était grande. Cependant, les progrès étaient moins marqués à mesure que la durée augmentait au-delà de 12 semaines. Donc cela peut refléter une certaine habituation du métabolisme à ce type de protocole. Les analyses statistiques de Milanovic et collaborateurs en 2015 allaient presque d'ailleurs déjà dans cette direction. Elles soulignaient qu'un programme de 13 semaines voire plus était préférable à un programme plus court. Alors, ces informations peuvent sembler légèrement contradictoires avec ce que j'avance depuis le début. La méta-analyse de Wen et al. Ayant plus d'études que celle de Milanovic en 2015 et étant plus récente, j'ai tendance à me faire plus à la plus récente. Et si j'essaye de concilier les deux informations, j'ai tendance à penser qu'une durée de programme entre 10 et 13 semaines serait optimale pour développer le VO2 max. Et dernier paramètre auquel je vous propose de s'intéresser, c'est la fréquence d'entraînement par semaine avec ce type d'approche. Alors concernant celle-ci, Wen et al. En 2019 décrivent que toutes les études
étude incluse, proposait entre 2 et 5 entraînements par intervalle à haute intensité par semaine pour progresser. La moyenne était de 3 séances par semaine et cette moyenne était légèrement plus haute dans les études ayant utilisé des entraînements à vélo, peut-être moins traumatisants, que dans celles en course à pied, peut-être un peu plus traumatisants. On retrouve la même moyenne de 3 entraînements par semaine dans la méta-analyse de Milanovic et collaborateurs en 2015, là encore sans analyse statistique sur la fréquence optimale. Il me semble donc que pour développer VO2 max, cibler entre 2 et 4 séances de fractionnés à haute intensité par semaine, à pied et ou à vélo, sachant qu'on peut combiner, est pertinent. La méta-analyse de Rosenbalt et al. Confirme ma recommandation, avec une analyse statistique cette fois. Ces auteurs suggèrent une légère mais significative amélioration plus marquée, plus 1,5% de VO2 max, avec 3 séances par semaine comparativement à 2 séances par semaine. Donc ça me laisse entendre que 3 séances à haute intensité par semaine, c'est intéressant, et moi je me dis qu'on peut toujours coupler ça avec différents sports. Par exemple, une séance de fractionné à haute intensité à pied, ou 2 à pied, et une en vélo par semaine pour coupler différentes approches du travail à haute intensité. Alors en conclusion de cet épisode sur comment développer VO2 max. Le VO2 max est le volume maximal d'oxygène que votre métabolisme est capable de consommer durant un exercice aérobie. Ce paramètre est un des facteurs les plus déterminants de la performance en course à pied et en trail, et ce, quel que soit la distance. Avec des entraînements adaptés et dans une certaine mesure, VO2 max est améliorable. Le type d'entraînement qui semble le plus intéressant pour cela serait celui par intervalle à haute intensité, ces intervalles pouvant être de courte ou de longue durée. Dans la littérature, certaines modalités semblent plus intéressantes pour développer VO2 max. Et pour cela, les séances devraient adopter les modalités suivantes. La durée optimale de chaque fraction de travail devrait être comprise entre 2 minutes minimum et 5 minutes. L'intensité optimale pour chaque fraction de travail devrait être comprise entre 80 et 110% de VO2 max, soit entre 85 et 100% de la fréquence cardiaque maximale. Le temps total d'effort durant une séance d'entraînement, c'est-à-dire le cumul de la durée de toutes les fractions de travail, devrait être supérieur à 15 minutes et pourrait aller jusqu'à 25 minutes. La littérature n'est pas claire sur la durée optimale de la récupération, elle peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée des fractions intenses. Cette durée pourrait ne pas influencer les progrès de VO2 max, donc quelle que soit sa durée, elle doit pour moi toujours permettre à l'athlète d'atteindre les intensités ciblées durant les fractions de travail. Concernant l'intensité de la récupération, là encore la littérature n'est pas claire. Elle laisse à ce jour entendre qu'une récupération active ou passive n'a pas d'influence sur le développement de VO2 max tant que les intensités ciblées sont atteintes pendant les fractions de travail. Un programme de développement du VO2 max devrait être d'une durée minimale de 4 semaines avec une durée optimale mais potentiellement maximale de 12 semaines. Au-delà, le métabolisme pourrait s'habituer à ce type de stress et moins développer VO2 max. Et durant ces semaines, l'athlète devrait pratiquer entre 2 et 4 séances d'entraînement par intervalle à haute intensité avec une fréquence qui semble optimale de 3 séances par semaine et qui serait plus efficace que 2 séances par semaine avec moins de risque de surcharger l'athlète. Ce qui est mon avis personnel. Je pense que quand on dépasse 3 séances par semaine de haute intensité, ça commence à être beaucoup pour un athlète, mais 3, ça me semble quelque chose de raisonnable. Pour cette thématique et pour cet épisode, on a beaucoup de chance car, comme vous l'avez vu, la littérature est très fournie. J'ai dû citer au moins 6 méta-analyses différentes, ce qui est génial. Et heureusement, bien que parfois en désaccord, la très grande majorité des évidences scientifiques dont je vous ai parlé tendent dans la même direction concernant les meilleures modalités de séance permettant d'améliorer le VO2 max. Donc il n'y a plus qu'à chauffer les baskets et aller se mettre dans le rouge sur une piste. N'oubliez cependant pas, et jamais, que ces tendances générales de la littérature ne sont pas individualisées. Affinez-les pour vous-même ou contactez un coach, par exemple le coaching que propose Courir Mieux, pour vous rapprocher au plus de vos besoins à vous. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de comprendre qu'est-ce que c'est que le VO2 max. J'espère aussi qu'il vous a aidé à savoir comment réaliser un programme et une séance d'entraînement par intervalle à haute intensité dans le but de développer ce paramètre physiologique clé de la performance en endurance, en trail et en course à pied. J'ai hâte de vous présenter la partie 2 de cet épisode dans laquelle j'échangerai avec Hervé Assadi, maître de conférence au STAPS de Dijon et expert de la thématique. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous souhaitez soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité, je vous invite à commenter cette vidéo, l'aimer, la partager autour de vous et vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez même activer la petite cloche pour être notifié dès que je sors une vidéo. Je vous invite également à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez la version écrite de ce Scientific Day avec toutes les études scientifiques auxquelles j'ai fait référence. Je vous invite également à rejoindre Courir Mieux sur ses
les autres réseaux comme Instagram ou le podcast, désormais disponible sur toutes les plateformes. Merci encore d'avoir visionné cet épisode jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Scientific Day.